on a à cœur en fait de mettre en valeur les parcours d'étudiants et d'alumni. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va leur laisser la parole et ils vont nous présenter donc pendant 20 minutes une présentation donc de leur projet et de leurs conclusions sur les Smart Cities, présentation qu'ils ont eu l'occasion de faire à Édouard Philippe, ancien Premier ministre et maire du Havre. Ensuite, nous passerons à 20 minutes de questions qui seront animées par moi-même et par Laurine. Et puis, nous terminerons sur 20 minutes de questions et d'interaction avec le public. Dimitri, Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous propose de commencer tout de suite. Merci beaucoup, Maxime, pour cette super introduction. Donc, je suis Benoît Gufflet. Et moi, c'est Dimitri Krim. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, comme tu le disais très bien, Dimitri et moi, pour notre projet de fin d'études, on est parti dans une aventure un peu hors du commun, un tour du monde, une enquête terrain sur la thématique des Smart Cities. Alors forcément, la pandémie qu'on n'avait pas anticipée a bouleversé un peu tous nos plans, mais on a réussi à rester déterminés et on a sorti il y a quelques semaines maintenant le rapport Learning Cities qui revient sur 7 années d'études, d'enquête dans 7 villes à travers le monde. Donc Rio, Medellín, Toronto, Singapour, Stockholm, Tallinn et Helsinki. 7 villes où on a pu rencontrer des centaines d'acteurs publics, privés, chercheurs, habitants, tester des dizaines de solutions digitales et surtout en fait se faire une opinion assez précise sur cette thématique de la Smart City, une vision un peu floue. Et Dimitri va tout de suite introduire cette notion sur la slide suivante. Yes. Donc, on est parti en fait d'un constat sur la Smart City qui consistait à se dire que en fait, c'est une notion extrêmement marketing, c'est-à-dire que il y a plein d'enjeux de business derrière. À la fois, les entreprises de la technologie, d'un côté, parlent de Smart City pour essayer de conquérir de nouveaux marchés, le marché des collectivités territoriales et des acteurs publics. Et puis, les villes elles-mêmes, aujourd'hui, parlent de Smart City, se disent Smart City pour essayer de se positionner un peu sur ce sujet-là qui est attractif dans un contexte de compétition territoriale. Donc, partant de ce constat que la Smart City, en fait, tout le monde en parle, mais concrètement, peu de gens savent véritablement ce que c'est, eh bien, nous, on a essayé de définir le concept à notre manière, et c'est sur la slide suivante, s'il te plaît, Laurine. En fait, on s'est dit que la Smart City, il s'agissait de l'utilisation des données et des technologies numériques pour transformer les villes et améliorer la vie des citadins. Donc, il y a vraiment 2 composantes importantes à garder en tête dans ce concept de Smart City. Transformer la ville d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie optimiser les services urbains, donc optimiser les transports par exemple, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie en milieu urbain. Ça, c'est la première composante de la Smart City qui est la composante un peu classique. Et nous, on en a rajouté une qui est celle d'améliorer la vie des citadins grâce au digital. Donc ça, en fait, ça veut dire donner aux citadins de nouveaux services digitaux qui vont leur permettre de renouveler leur façon de dialoguer, d'interagir avec les municipalités, avec les villes. Donc, ça passe par exemple par des plateformes de participation citoyenne, par des applications de crowdsourcing, par des budgets participatifs, tout un tas d'innovations, de solutions digitales qu'on a étudiées sur le terrain. Et donc, notre objectif, une fois qu'on s'était donné un peu cette définition théorique, qui nous a d'ailleurs été inspirée par un chercheur de Sciences Po, qui s'appelle Antoine Courmont et qui est directeur de la chaire Ville et numérique de Sciences Po, bien, notre objectif, ça a été de confronter cette définition avec la réalité du terrain, de villes qui sont en mouvement, de villes qui sont changeantes, et puis surtout de villes qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Et Ben, je te laisse la main là-dessus. Exactement. Du coup, sur la slide suivante, vous pouvez voir un peu voir la vision globale de ce grand tour du monde, cette grande étude sur la Smart City. Et ce qu'on va faire là pendant les 15-20 prochaines minutes, c'est revenir ville par ville sur les moments forts, les grands enseignements en fait, qu'on a pu dégager de chacune de ces villes, où en fait, on est parti avec un petit a priori. En fait, toutes ces villes, on les a sélectionnées suite à un processus d'écrémage. On est parti de plus de
de 160 villes qui ressortaient de différents classements. Puis on est passé à 50, on est passé ensuite à 25. Finalement, on en avait sélectionné 9. Sur les 9, on n'a pu en faire que 7 à cause de la pandémie qui nous a obligés à adapter l'itinéraire et surtout à adapter en fait la durée de cette étude qui devait durer que 6 mois, qui a finalement duré 1 an. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça nous a permis vraiment de creuser la thématique jusqu'au bout, de sortir un rapport dont on est assez fier et qu'on va vous présenter, et surtout en fait de ressortir plus de 100 entretiens, 6 plateformes de monitoring dont Dimitri parlait à l'instant, 50 services testés et surtout 7 quartiers démonstrateurs explorés en allant au plus près des habitants et en parlant avec eux des transformations directement. Et du coup, si on commence tout de suite dans le bain, c'est Rio. Le 15 janvier 2020, on commence notre enquête en partant à Rio. Et Rio, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est une des toutes premières villes du monde à s'être dotée d'une grande plateforme de monitoring en 2010 grâce à un partenariat avec IBM. En fait, c'était la suite de grandes inondations qui avaient provoqué de nombreux glissements de terrain et surtout de nombreux décès dans les favelas. La ville s'est dotée de cette plateforme, de cette centre de monitoring, donc une grande salle de contrôle avec des caméras, des écrans partout. Nous, déjà avant d'y aller, on avait des étoiles dans les yeux en y pensant. Et puis en arrivant, forcément, il y a un effet wow garanti. On a l'impression d'être à la NASA. Et en fait, en creusant, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de partir sur le terrain, puisque en fait, on s'est rendu compte que cette grande salle de monitoring née en 2010 avec un partenariat avec IBM, aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle ne sert pas à grand-chose. En fait, il y a seulement 15% des données qui sont collectées qui sont effectivement utilisées par le centre. Et surtout, en fait, on se rend compte que ça ne sert pas forcément à optimiser directement les services urbains, alors que c'était ça sa promesse. C'était la promesse de ce que nous, on a identifié un mythe de la data city, la ville qui serait en fait contrôlée par des outils digitaux, par des capteurs, par des caméras, par des sensors, ces outils en fait qui vont capter de la donnée et qui devraient, dans l'imaginaire, permettre d'optimiser tous les transports, tous les services de déchets. En fait, on se rend compte, quand on va dans cette salle de contrôle, que finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la gestion urbaine et qu'en fait, là où ça a une réelle utilité, c'est sur le partage de l'information. Et voilà en fait la grande découverte de Rio. Dès le début, quand on arrive le 15 janvier dernier, on se rend compte qu'il y a tout un mythe autour de ce concept de data city que nous-mêmes, en fait, on avait peut-être fantasmé avant de partir. Donc après Rio, on a pris l'avion et on est parti direction la deuxième étape de notre voyage, Medellín, donc capitale économique de la Colombie. On est resté 1 mois à Medellín en février 2020. Et de la même manière qu'à Rio, on a été un peu déçus par le fameux centre des opérations, à Medellín aussi, on a été déçus par un projet un peu vitrine qu'on venait étudier. Ce projet vitrine, c'est la plateforme de participation citoyenne Mi Medellín. Donc, Mi Medellín, en fait, c'est une plateforme qui a été développée par un centre d'innovation qui s'appelle Ruta N et qui visait en fait à donner la parole aux citadins pour essayer de les faire participer à la transformation urbaine de Medellín. Donc, il y avait des défis qui leur étaient posés et les citadins devaient soumettre des idées pour répondre à ces défis. Par exemple, on est en train de détruire ce bâtiment donné, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place ? Et ce qui est intéressant, c'est que les gens participaient, les gens soumettaient des idées. Il y avait des propositions extrêmement intéressantes qui étaient mises en place. Sauf que, en fait, cette plateforme, ça a été un échec et elle a été fermée d'ailleurs en 2019. Pourquoi ? Parce qu'en dépit du fait qu'il y avait beaucoup d'idées qui étaient soumises sur la plateforme, rien n'était réalisé en fait. Et la ville n'arrivait pas à donner vraiment corps aux nombreuses idées qui étaient formulées par la population. Donc, on a interrogé plusieurs personnes qui avaient travaillé sur le développement de cette plateforme pour essayer de comprendre un peu les causes de cet échec. On en a identifié plusieurs. Un manque de ressources de la part de la ville pour essayer de vraiment mettre en place les idées. Un manque de volonté politique aussi du point de vue de la municipalité et puis un manque aussi de coordination entre la plateforme Mi Medellín et puis les architectes, les urbanistes et puis les experts de la ville qui sont censés participer et incarner
justement et donner corps aux idées qui étaient formulées par les citadins. Donc, cette sorte de désillusion qu'on a vécue à Medellín sur le thème de la participation citoyenne, elle nous a inspiré aussi une des grandes idées qu'on détaille dans notre rapport final, qui est ce mythe du smart citizen. Donc, le smart citizen, un peu comme la data city, c'est la vision fantasmée qu'on pourrait avoir d'un citadin qui serait à l'enthousiasme béat face à la technologie et puis surtout qui serait écouté en permanence par les pouvoirs publics. Ici, à travers l'exemple de Mi-Medellín, on voit bien qu'il y a eu des idées qui ont été formulées via des canaux digitaux, mais que ce n'est pas pour autant que ces idées ont été écoutées et mises en place par les pouvoirs publics. Et puis après Medellín, du coup, on a repris l'avion, on est parti du coup à Toronto. Et là, alors, c'est un souvenir assez mémorable. Pour l'anecdote, en fait, on a fait escale à Cancun et du coup, on s'est retrouvés pendant quelques heures dans les Caraïbes avant d'arriver accueillis par une belle tempête de neige à Toronto, sans aucun vêtement d'hiver puisque c'était la seule destination où on allait être pendant l'hiver. Donc, voilà, c'était compliqué à gérer, mais on a réussi. On a eu le soutien notamment de jeunes étudiants de Sciences Po qui étaient en 3 là-bas, qui nous ont prêté des vêtements et ça, c'était sympa. Mais du coup, pour revenir sur la thématique Smart City, à Toronto, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on est arrivé tout de suite, on est rentré dans le bain. On est rentré dans le bain du débat Sidewalk Labs. Sidewalk Labs, c'est une entreprise sœur de Google, une jeune start-up d'urbanisme, pour le dire simplement, qui était donc filiale d'Alphabet et qui avait pour projet, depuis 2017, de revitaliser tout un pan du waterfront de la ville, donc tout un pan d'une friche urbaine au bord du lac de Toronto. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, cette zone, elle fait seulement 5 hectares. Et en fait, elle a fait l'actualité mondiale de la Smart City pendant 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était le fantasme d'une Google City. Et du coup, tout le monde avait peur en fait de l'arrivée de Google en tant qu'agent, en tant qu'urbaniste, en tant que presque maire d'une ville, avec du coup l'installation de capteurs dans l'ensemble du quartier. En fait, la réalité, c'est que non seulement ce n'était pas Google, mais surtout, en fait, il y avait tout un processus de consultation citoyenne qui était hyper intéressant. Et nous, on a pu, en fait, dès notre arrivée, participer à une de ces consultations. Et donc, on est arrivé sur place et on a compris quels étaient les enjeux du débat. On a compris qu'en fait, il y avait déjà un énorme problème de communication de la part de Sidewalk Labs, de la part de la mairie, vis-à-vis des citoyens, pour en fait leur expliquer quel était le projet. Le projet, en fait, c'était tout d'abord un projet de quartier durable dont la grande innovation était de construire des immeubles en bois massif. Ça, peu de personnes l'ont entendu. En revanche, on a beaucoup parlé des quelques capteurs qui allaient être mis en place dans le quartier. Et en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, le projet il a été abandonné en fait, en mai dernier. Et donc, pour nous, en fait, c'est une occasion manquée, puisque en fait, tout ce processus de consultation citoyenne qui faisait émerger en fait, peut-être des peurs vis-à-vis de l'utilisation des données, montrait qu'en fait, les citadins, pour une fois, qu'on leur demandait leur avis sur des projets digitaux, parce que ça existe ailleurs à Toronto, ailleurs dans le monde, ces innovations, elles sont déjà là, elles sont déjà sur place et elles sont pas forcément si effrayantes que ça, mais il y en a certaines qui peuvent poser question. Et en fait, jusqu'à présent, on ne se posait pas trop la question, on ne demandait pas l'avis aux citadins. Et aujourd'hui, c'était le cas. Et c'est justement ça qui a posé problème, puisqu'en fait, les citadins se sont tout de suite braqués s'ils sont opposés, parce qu'en fait, dès qu'on parle de données, dès qu'on parle de capteurs, ça fait peur. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que en matière de transition digitale des villes, il y a un énorme enjeu. Un des grands défis qu'on identifie à la fin de notre rapport, donc vraiment, un des 4 grands défis, c'est celui de miser sur, la nécessité de rendre les citadins lucides face au numérique, de les rendre vigilants, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus vigilant, il faut qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui se passent. Du coup, ça nécessite en fait de rendre ces transformations visibles, donc de communiquer dessus, mais surtout, ça nécessite aussi aux habitants en fait, d'être éduqués et de comprendre de quoi on leur parle. Et ça, en fait, c'est tout un processus pour leur permettre de devenir plus lucides. Donc après avoir étudié Toronto, on a pris l'avion très longtemps et on s'est retrouvé à Singapour.
quatrième étape de notre voyage. Donc, Singapour, c'était évidemment assez particulier. On y était en mars-avril 2020, donc en plein cœur de la première vague de Covid-19. La France était confinée à ce moment-là. Et lorsqu'on est arrivé à Singapour, en fait, on a dû être mis en quarantaine pendant 14 jours. Sachant que, bon, c'est ce qu'on dit à chaque fois avec Ben, mais la quarantaine singapourienne, c'est évidemment très sérieux. Donc, on n'a pas plaisanté avec ça et on n'a pas mis un orteil dehors pendant 14 jours. Après, on a pu sortir, on a pu explorer la ville et puis faire nos études terrain pendant seulement 6 petits jours, parce qu'au bout de 6 jours, eh bien, c'est Singapour en entier qui s'est confiné, ce qui nous a contraints en fait, à rentrer en France. Mais c'était tout de même super intéressant pour nous d'être à Singapour à ce moment-là, parce qu'on a pu voir la rapidité avec laquelle cette Smart Nation singapourienne s'est adaptée rapidement à la lutte contre le Covid. Et c'est passé par des choses extrêmement différentes. Déjà, l'espace urbain, on l'a vu lorsqu'on est sorti de notre quarantaine, l'espace urbain s'est adapté extrêmement rapidement à la lutte contre le Covid. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un parc, il n'y avait pas un banc public, il n'y avait pas un restaurant sans qu'il y ait des stigmates de cette lutte contre le Covid, des espèces de marqueurs, des panneaux pour dire aux gens de respecter le safe distancing. Et ça, c'était vraiment en mars 2020, donc très très tôt dans la pandémie. Et un autre pendant de la stratégie de Singapour pour lutter contre le Covid, c'était justement le développement d'outils digitaux pour les citadins. Et il y en a qui ont été super intelligents et qu'on a vraiment bien aimé avec Ben, dont celui que je vais vous présenter maintenant. C'est un portail web qui s'appelle Safe Distance at Parks. Donc en fait, l'idée, c'est très simple. C'est une page web sur laquelle vous vous rendez lorsque vous voulez voir en direct la fréquentation qu'il y a dans les différents parcs de la ville. Donc, tout simplement, avant de faire votre balade quotidienne, vous pouvez savoir dans quel parc aller, dans quel parc est-ce que vous aurez le moins de chances possible de rencontrer des gens et donc de potentiellement faire circuler le virus. Et on trouve que c'est super bien pensé parce que c'est super simple d'un point de vue technique, d'un point de vue technologique, c'est juste une page web. Et on s'est rendu compte à travers nos entretiens sur le terrain que véritablement les gens se l'appropriaient, les gens l'utilisaient et même nous, au bout d'une semaine à Singapour, on l'utilisait pour nos déplacements. Donc, on a trouvé que c'était un exemple très frappant d'un service digital qui pouvait être approprié rapidement par les habitants d'une ville. Voilà, et après Singapour, il a été question du coup de rentrer en France. On s'est résigné et on a dû faire une croix sur Jakarta et Tel Aviv, qui étaient les deux villes qu'on devait faire avant de partir en Europe du Nord. Alors forcément, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de doutes quant à notre capacité à pouvoir terminer l'étude comme on l'espérait. Et puis finalement, à force de détermination, de persévérance et surtout, en fait, grâce à nos sponsors qui sont Bouygues Immobilier et Wavestone, on a pu en fait réfléchir, se poser les questions et identifier quels étaient encore les enjeux, les gros sujets sur lesquels on devait en fait repartir et qu'est-ce qu'il fallait qu'on aille creuser pour terminer cette étude et produire une vraie analyse complète sur ces enjeux-là. Et puis finalement, du coup, en septembre, la chance a été de notre côté et on a pu repartir en fait à Stockholm, Tallinn et Helsinki, épargnés finalement par la seconde vague dans chacune de ces villes, et ce qui nous a permis de creuser toutes les thématiques qui nous restaient, et notamment à Stockholm, où en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que c'est là-bas que sont nées nos grandes idées, nos grandes conclusions, qu'on a pu ensuite confirmer à Tallinn et à Helsinki. Et donc, sur la slide de Stockholm, en fait, on vous explique que une des grandes idées qu'on retient, nous, sur ce concept de Smart City et en fait de Learning City, cette idée de Learning City, on l'a eu à Stockholm en discutant avec le directeur de la stratégie Smart City de la ville, à qui on a posé la question, alors Stockholm est élu Smart City en 2019, pourquoi? Il nous répond de but en blanc, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas une Smart City, on est seulement en phase d'apprentissage. Et en fait, en creusant les différentes initiatives qu'on pouvait explorer à Stockholm, on a été frappé par l'une d'entre elles, une initiative citoyenne qui s'appelle Hammarby 2.0. Le quartier d'Hammarby, c'est l'un des écoquartiers les plus anciens d'Europe. Il a commencé à être construit dans les années 90
Et aujourd'hui, c'est vraiment l'un des quartiers vitrines de toute l'Europe en matière de transformation écologique d'un espace urbain. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux vont bien au-delà de ce qui pouvait être imaginé dans les années 90. Et donc, les citoyens, les citadins, se sont rendus compte qu'il y avait de nouveaux outils, de nouvelles solutions qu'ils pouvaient mettre en place aujourd'hui dans leur quartier pour lui permettre d'aller au-delà des objectifs qui avaient été fixés il y a déjà 30 ans. Et donc, cette initiative Amarby 2.0, une initiative du coup citoyenne qui vise à tester des solutions, par exemple des systèmes de car sharing, donc de partage de voitures, de systèmes d'installation de bornes électriques ou même de panneaux solaires sur des immeubles. En fait, on se rend compte qu'elle montre elle prouve en fait une des grandes convictions qu'on explique dans notre rapport, c'est la volonté d'engagement des citadins à l'échelle locale. En fait, ce smart citizen dont parlait Dimitri, on se rend compte que non seulement il va avoir tendance à s'intéresser uniquement aux transformations quand il va avoir un gain tangible, un gain clair sur ce qu'il va pouvoir gagner en utilisant un outil, mais en fait, ce gain, il va être exacerbé à l'échelle locale parce qu'en fait, quoi de mieux que de voir concrètement au quotidien l'impact de nouvelles solutions digitales, de nouveaux projets dans son quartier. Et du coup, cette initiative Amarby 2.0, elle nous a montré que si on veut que cette transformation urbaine ait lieu à travers le monde, dans différentes villes, il faut d'abord commencer par l'échelle locale, l'échelle en fait du lieu de vie des habitants. Et ça, on l'a appris à Stockholm. Donc après Stockholm, on a pris le ferry, on a traversé la mer Baltique et on s'est retrouvé à Tallinn, capitale de l'Estonie. Et depuis Tallinn, on a pris une voiture et on s'est retrouvé à Tartu, qui est la deuxième plus grande ville d'Estonie. Et c'est sur Tartu qu'on aimerait faire un petit focus là. À Tartu, on a étudié un programme spécifique qui s'appelle le programme Smart City, qui est un programme financé par l'Union européenne et qui a permis la rénovation énergétique de 17 bâtiments qui avaient été construits sous l'ère soviétique et qui du coup étaient des passoires énergétiques et qui ont été rénovés grâce à des processus assez standards de construction, mais aussi grâce à de la technologie. Donc, il y avait notamment des dispositifs de smart home qui étaient installés dans ces nouveaux bâtiments qui permettent aux habitants de monitorer un peu en temps réel la consommation de leur énergie et donc de l'optimiser. Et ce qui est super intéressant et ce qui a vraiment retenu notre attention sur ce programme, c'est qu'en fait, pour essayer d'incarner de manière assez concrète, assez tangible, ces transformations finalement assez complexes de la Smart City, ces transformations technologiques, eh bien, la municipalité a misé sur l'art. Et donc, ils ont demandé à des artistes de street art, un artiste par bâtiment, de refaire la façade de chacun de ces bâtiments avec une fresque murale qui soit différente pour chaque bâtiment. Donc, ça nous semble être un moyen assez intéressant de donner un peu plus corps et donc de sensibiliser les citadins sur les transformations assez complexes de la Smart City et du digital dans la ville. Voilà, et pour finir, après l'Estonie, on a repris le ferry direction la Finlande. On a passé une petite semaine à Helsinki à la fin du coup de cette grande expédition terrain. Et la solution dont on a envie de vous parler aujourd'hui, qui nous a marqué, c'est une solution qui n'est pas à Helsinki, mais qui est à Lahti, donc à quelques kilomètres au nord d'Helsinki. On n'y est pas allé. En revanche, on a pu discuter avec une personne de la mairie qui en fait menait le projet d'une application de carbon trading. Donc en fait, cette application qui s'appelle CityCap est une application qui permet aux citadins de se fixer des objectifs en matière de consommation carbone dans leurs déplacements, en fonction de leur lieu d'habitation, de leur lieu de travail, en fonction de leur contexte familial. Et en fait, avec ces objectifs-là, toutes les semaines, ils peuvent essayer de réduire leur consommation carbone, leur consommation carbone dans leurs déplacements. Et à la fin de la semaine, ce qui se passe, c'est que
s'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs, ils ont des récompenses. Ça peut être une place de cinéma, un café, mais des petites récompenses qui permettent de créer un outil de gamification, un outil où en fait on va s'amuser à réduire sa consommation carbone et surtout on va gagner quelque chose, un gain tangible derrière cet effort finalement que de faire attention à utiliser son vélo ou à marcher plutôt que de prendre un bus ou de prendre sa voiture. Et donc, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui pour nous, c'est qu'en fait, cette application, c'est un des meilleurs exemples qu'on a trouvé d'application qui prend véritablement en compte une réalité aujourd'hui sur les citoyens, sur les citadins dans la ville, c'est qu'en fait, c'est une grande majorité d'homo economicus. En fait, tous autant qu'on est, la plupart de nos décisions dans l'espace urbain, elles sont guidées par un calcul coût-avantage. Et du coup, en fait, si on veut utiliser des nouvelles applications qui seraient mises à disposition de la municipalité, en fait, apprendre que la mairie de Paris ou que la mairie du Havre ou que la mairie de Grenoble ou la mairie de Barcelone décide de mettre en place une nouvelle application, bon, ben, on ne va pas se mettre à la télécharger tout de suite. En revanche, si on apprend qu'il y a un véritable gain derrière ce nouvel outil, alors là, notre attention va être on va être attiré par l'outil, on va télécharger et surtout, on va comprendre quel est le gain tangible. Et ça, c'est quelque chose que cette application de Carbon Trading prend vraiment en compte et on pense, selon nous, c'est quelque chose du coup à intégrer dans l'ensemble des outils qui seraient mis à disposition des citadins dans les villes, de se rendre compte qu'aujourd'hui, pour utiliser ces outils-là, il faut avoir un gain tangible, il faut comprendre à quoi ça va servir et surtout, il faut minimiser le coût que ça implique que d'utiliser le service. Et voilà en fait un peu la grande conclusion qu'on a sur ces citadins, sur ces smart citizens, qui sont selon nous avant tout des homo economicus qui vont être intéressés surtout par des initiatives qui leur apportent des gains et à l'échelle locale, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on est arrivé au bout de notre périple et il reste du coup une dernière slide de conclusion sur le rapport final du coup qu'on a écrit au retour de ce voyage qui s'appelle Learning Cities. Donc ça, Ben vous l'a un peu expliqué. À travers ce titre, en fait, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le fait que ces 7 villes qu'on a étudiées, même si elles ont gagné des prix de Smart City, même si elles sont en tête des classements des Smart City les plus innovantes, etc., on pense qu'aujourd'hui, ce ne sont pas encore véritablement des Smart Cities, mais bien des Learning Cities, c'est-à-dire des villes qui apprennent en fait à utiliser le digital, qui apprennent à s'approprier les nouvelles innovations. Et donc, ça prend du temps et ça passe par des expérimentations, ça passe par des test beds, par des échecs aussi, comme on vous l'a montré au cours de notre présentation. Et donc, ce rapport final revient sur tous les exemples qu'on a détaillés et bien d'autres. On a eu la chance de se le faire préfacer par le philosophe Gaspard Koenig, qui a lui-même fait un travail qui nous a beaucoup inspiré sur l'intelligence artificielle. Il est allé sur le terrain, etc., essayer de confronter les points de vue des différents experts. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est rendu dans ce rapport qui est accessible en ligne. Voilà, donc on est maintenant ouvert à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Dimitri, pour cette présentation qui, je pense, nous en apprend beaucoup sur ce fantasme des Smart Cities. On va peut-être commencer par quelques questions et ensuite, évidemment, on va prendre les questions dans le chat qui sont nombreuses. Donc, n'hésitez pas à continuer à en mettre et merci d'en poser. Peut-être une première question qui reprend une question qui est dans le chat et à laquelle vous avez commencé à répondre dans votre conclusion. C'est finalement, pourquoi avoir choisi 9 villes de base qui se sont transformées en 7 villes à cause de la pandémie? Et je précise une question de Olivier de l'Écluse dans le chat qui est pourquoi c'est cette ville-là et aucune au Japon, en Chine, aux États-Unis ou en Inde, qui sont un peu les pays en pointe dans les technologies numériques. Est-ce qu'il y en avait dans ces pays auxquels vous aviez pensé initialement? Ouais, alors c'est une super bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas pu trop s'apesantir sur tout le choix de notre itinéraire. Enfin, ça a été un gros travail. En fait, ce qu'on n'a pas trop expliqué non plus, c'est que dans ce voyage d'études, on était accompagné, on était encadré, on était financé
par deux entreprises, le cabinet de conseil Wavestone, cabinet de conseil en transformation digitale, et puis le groupe Bouygues Immobilier, et ensuite le groupe Bouygues, et ça, la holding. Donc, en fait, on a travaillé avec eux sur le cadrage de l'itinéraire. Et donc, en choisissant ces 7 villes, si vous voulez, ces 9 villes à la base, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre des villes qui soient à la fois intéressantes pour nous sur le fond du sujet et puis pour nos sponsors dans leur politique d'innovation. Donc, il y avait un peu ce travail de compromission à faire. Maintenant, comment est-ce qu'on a procédé? En fait, on s'est appuyé sur des classements internationaux. Donc, il y a plein de classements accessibles en ligne avec des critères différents qui essayent de hiérarchiser les villes en fonction de leur politique digitale, des projets qu'elles mettent en place, etc. Et il y en a notamment un qui fait un peu référence qui s'appelle l'IMD Smart City Index, que je vous invite à consulter si ça vous intéresse. Donc, nous, on s'est appuyé sur tous ces classements-là. On a pu choisir comme ça une centaine de villes à regarder plus en détail. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé par zone géographique. Comme en fait, ça a intéressé nos sponsors d'avoir vraiment une overview globale des différents modèles d'innovation qu'on peut avoir dans différentes régions du monde. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu sélectionner, par exemple, une ville en Amérique du Nord, une ville en Amérique du Sud, une ville en Europe, etc. Donc, au final, il y a eu des petits ajustements qui se sont faits, puisqu'on a fait, avec le Covid, 3 villes en Europe. Mais l'idée, c'était ça. Donc, on n'a pas pu aller partout, évidemment. Il a fallu faire des choix et on a choisi d'écarter la Chine dès le début de notre étude parce qu'on s'est dit que ce serait complexe et compliqué sur le terrain d'avoir accès à des informations auprès des experts. C'était peut-être un mauvais calcul, mais nous, notre plus-value, si vous voulez, notre proposition de valeur, c'était vraiment d'aller voir par nous-mêmes comment sont appropriées ou non les technologies dans les villes. Donc, ça nécessite de toquer aux portes, ça nécessite de contacter les gens, de leur parler, etc. Et on s'est dit que dans un pays comme la Chine, on aurait peut-être un peu plus de mal à avoir accès à ce genre d'informations de terrain. Une question qui revient, c'est Camille Dunuo qui nous la pose, et c'est une question aussi que j'avais par rapport à la France. Elle dit, vous montrez la partie émergée de la Smart City, les villes déjà sous ce modèle-là, mais quid des villes qui veulent devenir smart? Et donc, la prolongation de cette question, c'est par rapport à la France, vous avez effectivement des villes comme Lyon, Marseille, Paris qui ont une taille critique peut-être et une capacité d'investissement pour mettre en place des initiatives smart. Quid des villes de taille intermédiaire? Je crois que vous étiez au Havre il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ces villes de taille intermédiaire, elles peuvent tirer parti du concept de Smart City, selon vous? En fait, nous, notre démarche, déjà, elle n'est pas de… En fait, comme le disait déjà Dimitri sur la liste des villes, finalement, on n'a pas une vision exhaustive de tout ce qui peut se faire dans le monde. Et on se rend compte qu'on a vu des grandes villes, et en effet, qui ont du coup des contextes socio-économiques très différents, des enjeux qui, déjà, entre elles, leur sont spécifiques et qui, du coup, seront en plus très différents de villes de taille moyenne, finalement. Mais en fait, selon nous, ce processus d'apprentissage, finalement, c'est le même pour toutes les villes, que ce soit des grandes mégalopoles ou un village ou une ville de taille intermédiaire. Et l'exemple en fait, qu'on donnait sur Helsinki, c'est un exemple qui ne vient pas d'Helsinki, mais de Lahti, donc une ville à 100 km au nord de la capitale. On se rend compte que même une petite ville comme Lahti est capable de mettre en place des solutions digitales qui vont avoir un impact concret sur la consommation carbone des habitants dans leur déplacement. Et du coup, on se rend compte que ce processus de transformation digitale, ce n'est pas réservé aux élites des plus grandes villes du monde. C'est quelque chose que même une petite ville comme Arras est totalement capable de mettre en place des outils digitaux qui vont transformer la vie des habitants, surtout qu'aujourd'hui, cette transformation digitale, on se rend compte qu'il faut qu'elle n'oublie personne, parce que c'est un enjeu en fait, finalement, d'égalité de la population pour en fait, cette transformation,
elle doit mettre personne, doit laisser personne sur le bas-côté. Et en Estonie, justement, un tout petit pays qui a moins de 30 ans est capable aujourd'hui en fait, d'avoir des solutions digitales qui en fait, s'adressent à l'ensemble de la population, qu'on parle de la capitale Tallinn, de la seconde ville Tartu où on est allé, ou même l'ensemble du reste du pays qui est… C'était pas le moment, c'était pas le contexte. Comment ? Je pense que quelqu'un avait juste son micro allumé. Okay. Non, mais du coup, je disais je disais que oui, du coup, que même les campagnes, en fait, en Estonie, sont toutes digitalisées. En fait, il y a le même taux de pénétration d'utilisation des services digitaux, notamment sur le vote en ligne qui existe en Estonie depuis 2005. Donc voilà, c'est des choses où on se rend compte que des villes qui voudraient aujourd'hui, des petites villes moyennes ou très petites, des villages français qui voudraient se lancer dans une transformation digitale, en fait, ils en sont capables. Il faut juste en fait se doter d'une vision, se fixer un cap, et c'est ça l'enjeu. Et c'est un enjeu qui est partagé aussi pour les grandes villes, que ce soit Rio ou Toronto ou Singapour. La clé, c'est en fait de se fixer un cap, de se fixer une vision pour qu'en fait les solutions dans lesquelles ils vont investir ne soient à la fois répondre du coup à cette vision, ce cap, et qu'on ne rentre pas en fait dans une idée, dans une initiative tech pour la tech, et finalement d'utiliser des outils qui vont répondre à des enjeux qui sont bien précis, et surtout, des solutions, du coup, une vision long terme qui va permettre du coup d'anticiper des enjeux d'obsolescence qui sont inhérents à toutes les solutions digitales et qui nécessitent du coup, que ce soit aux grandes villes, aux petites villes, aux villages, de penser au futur des outils qu'ils vont mettre en place en les imaginant de manière modulaire, des outils qui peuvent s'adapter. Merci Benoît. Donc là, on vient de parler au niveau des villes, mais vous avez aussi du coup élaboré ce concept de Smart Citizen. Je reprends donc là une question de Olivier Delécluse qui nous demande qu'entendez-vous plus précisément par Smart City citoyenne, une initiative des citoyens proposée aux autorités pour qu'elles la mettent en œuvre, ou au contraire une idée proposée par les autorités pour servir ou encadrer les citoyens, ou bien les deux? En gros, est-ce que c'est plutôt du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Donc peut-être que par là, vous pouvez préciser le concept de Smart Citizen, effectivement. Yes, alors le concept de Smart Citizen, en fait, c'est nous ce qu'on qualifierait d'un mythe, c'est-à-dire que c'est un concept qui nous a aidé à réfléchir. Ce Smart Citizen, en fait, ça va être ce citadin à l'enthousiasme BA face au numérique, le citadin qui va être ultra connecté, qui va être ultra disponible pour mettre en place pour télécharger les applis municipales, pour s'impliquer dans la transformation digitale de sa ville, qui va partager ses données avec les acteurs de l'urbain parce qu'il sait qu'au final, ça va lui permettre de rendre sa ville plus agréable, plus efficace, plus efficiente. Donc, c'est ce mythe-là du Smart Citizen qu'on a essayé en fait de déconstruire sur le terrain. Et l'application Mi-Medellín dont je parlais tout à l'heure illustre bien en fait le fait que ce Smart Citizen n'est pas véritablement présent dans les villes d'aujourd'hui. Un autre exemple que je peux détailler, c'est celui dont Ben parlait également, de Sidewalk Labs à Toronto, où en fait le fait d'avoir une entreprise privée qui était sœur de Google et donc filiale du groupe Alphabet, eh bien en fait ça a généré énormément de méfiance de la part des citadins qui n'étaient pas du tout partants pour avoir un géant du numérique qui devienne, comme le disait Ben, maire de leur quartier. Donc, on est bien là aux antipodes du Smart Citizen, le citadin à l'enthousiasme BA face au numérique. On est plutôt dans le rejet, la méfiance et la défiance vis-à-vis de ces initiatives digitales. Maintenant, sur comment est-ce que doit s'organiser pour nous la Smart City citoyenne, parce que c'est le sens de la question, eh bien, en fait, ce qu'on a constaté avec Ben sur le terrain, c'est que pour que justement il y ait une mobilisation citoyenne qui se fasse, en fait, il faut que cette mobilisation elle ait lieu par le bas
au niveau local. Et c'était tout le sens du propos de Ben sur l'exemple d'Amarby 2.0 à Stockholm, où en fait, on a une initiative vraiment localisée au sein d'un seul quartier qui s'appelle Amarby, dans lequel les habitants se sont vraiment appropriés ces sujets de transition énergétique, ces sujets de transition digitale de leur quartier, pour essayer de proposer, de mettre en place des solutions et d'attirer des entreprises qui étaient ravies d'avoir un test bed où les gens étaient partants pour tester leurs services et expérimenter avec elles. Donc nous, on pense vraiment que s'impliquer au niveau local, aller chercher le citadin dans son espace de vie, là où il le connaît en fait, là où il a aussi une expertise d'usage, parce que qui mieux qu'un habitant connaît sa rue, eh bien ça peut être extrêmement utile pour transformer la ville, et c'est en plus là où l'habitant va avoir des gains tangibles, et donc là où il va avoir envie de s'impliquer. Une question de Violaine sur le sujet des outils numériques. Il me semble que vous avez beaucoup pris le prisme du smartphone. Est-ce que vous avez étudié l'impact écologique global des solutions que vous décrivez, notamment les plateformes comme vous avez pu le montrer à Singapour ou en Estonie? Est-ce qu'on a une idée un peu de l'impact écologique des infrastructures numériques nécessaires à la Smart City? Est-ce que c'est une partie de votre étude? Alors non, ce n'est pas une partie de notre étude. On n'a pas calculé l'impact écologique de ces solutions. En revanche, on s'est beaucoup interrogé sur, en fait, sur l'idée un peu plus générale que la Smart City va avoir, du coup, ne correspond pas au modèle de ville durable. Parce qu'en effet, cette critique sur l'impact écologique de ces solutions digitales, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de calculs très conséquents pour en fait, s'accorder sur le fait qu'en effet, le digital aujourd'hui a un impact carbone, un impact en termes d'utilisation des bandes passantes et d'électricité non négligeable. Et donc, ou même les capteurs qui nécessitent en fait d'utiliser des matériaux qui sont des ressources rares. Donc, c'est des enjeux, on est assez aligné là-dessus. En revanche, on se pose la question de est-ce que finalement, il n'y a pas des outils digitaux qui peuvent quand même garantir ou en tout cas participer à la transformation digitale d'une ville. Et nous, le bon exemple qu'on a, c'est à Stockholm, où en fait, on a eu enfin un exemple d'une ville qui, dans sa stratégie Smart City, intègre l'ensemble des enjeux environnementaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vision qu'elle s'est fixée, le cap qu'elle a identifié, dont je parlais tout à l'heure, le besoin, la nécessité en fait, de fixer une vision, ça, on s'en est rendu compte à Stockholm, où en fait, la vision de la stratégie Smart, la vision de la ville, en fait, c'est avant tout la vision 2040 qui est d'atteindre la neutralité carbone. Et derrière, en fait, l'ensemble des politiques publiques de la ville, que ce soit une stratégie de digitalisation ou n'importe quel autre programme municipal, doit permettre à la ville d'atteindre cet objectif petit à petit. Et donc, sur cette stratégie Smart City, entre guillemets, et je fais attention à bien mettre ces guillemets-là parce que voilà, ça reste un buzzword que la ville elle-même utilise pour tamponner ces solutions-là, va en fait, toute cette stratégie doit s'intégrer dans cette vision 2040, donc neutralité carbone. Et donc, l'ensemble des solutions que vous trouverez dans la ville auront cet enjeu écologique. Alors, il n'y aura pas forcément le coût carbone que ça peut représenter. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faut travailler. En revanche, la solution en elle-même doit permettre de réduire la consommation carbone ou en tout cas de participer à la préservation de l'environnement. Et un bon exemple, c'est la mise en place de capteurs dans l'ensemble des lacs de la ville, puisque c'est un archipel, Stockholm. Et du coup, ils ont mis en place des sondes électriques pour savoir en temps réel la consommation carbone en temps réel la qualité de l'eau, ce qui permet en fait, in fine, de changer les politiques urbaines en matière de préservation de l'eau et surtout de préservation de l'environnement. Merci Benoît. Je rebondis sur une autre question de Violaine. On a parlé du chapitre un petit peu environnemental, du développement durable. Il y a aussi
une question plus sociale, une question d'inclusion. Finalement, est-ce que la Smart City est inclusive? On peut notamment penser à des problèmes intergénérationnels. Ouais, c'est une vraie question, en effet. C'est un vrai challenge, je pense. On pense avec Ben pour les villes aujourd'hui. Et d'ailleurs, en fait, vous verrez dans notre rapport à la fin, après avoir posé ces constats qu'on vous a détaillés sur les Learning Cities, on s'interroge sur les grands défis en fait, sur lesquels ces Learning Cities doivent travailler si jamais elles veulent s'améliorer dans cet apprentissage justement qu'elles font du digital. Et l'un des grands défis principaux qu'on a identifiés, c'est justement celui de l'inclusion sociale par le numérique. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu qui doit être porté par les villes aujourd'hui de sensibiliser, d'éduquer les habitants sur les enjeux complexes du numérique. Parce que, encore une fois, en fait, l'exemple de Sidewalk Labs, qui nous a passionnés avec Benoît, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait quand même un peu une occasion manquée ici, dans le sens où Sidewalk Labs arrivait avec un projet qui était extrêmement complexe, qui certes avait un volet data, connectivité, objets connectés qui était assez poussé, mais qui avait aussi un volet environnemental et durabilité qui était extrêmement intelligent, extrêmement bien pensé. Et ça, en fait, la méfiance des habitants, la méfiance de la ville de Toronto a provoqué l'arrêt total de ce projet, alors qu'il y avait sans doute des choses assez intéressantes à aller chercher. Et nous, du coup, ce qu'on se dit, c'est que c'est nécessaire d'avoir une vraie sensibilisation des habitants sur les enjeux liés au numérique pour qu'à l'avenir, ils soient capables de prendre des décisions assez éclairées concernant le déploiement d'outils technologiques dans leur ville. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant sur ce point-là, c'est la réaction de la ville de Toronto après justement le fiasco Sidewalk Labs, après l'arrêt du projet de Google. En fait, la ville de Toronto a lancé un projet de consultation citoyenne qui s'appelle Connected Communities et dont l'idée, en fait, est de créer un set de valeurs, un set de grands principes qui puissent encadrer le déploiement de futures initiatives digitales dans la ville pour que plus jamais à l'avenir ne se produisent de fiascos comme celui de Sidewalk Labs. Et à travers cette consultation citoyenne, on a vraiment la volonté de sensibiliser, d'aller éduquer les citadins, de les confronter un peu à ces questions complexes du numérique dans la ville pour qu'à l'avenir, ils puissent prendre des décisions éclairées et nuancées sur le digital. Deux contributions de Bernard et de Cédric dans le chat. Bernard qui nous dit que certaines villes moyennes ont mis en place déjà des applications qui permettent aux citoyens de géolocaliser et de signaler des sujets de propreté ou de maintenance dans les quartiers. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu voir dans les 7 villes que vous avez pu parcourir? Et puis Cédric qui rebondit et qui nous dit que Dijon est un très bon exemple de Smart City. Il me semble que Dijon, pour être passé un peu par la SNCF, Dijon a mis en place une application regroupant toutes les offres de transport collectif et individuel sur une seule application. Et c'est vrai que Cédric, c'est un excellent exemple. Peut-être vous avez pu voir ce genre d'application très proche des citoyens pour identifier justement ces sujets déchets dans les quartiers, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir? Alors, sur les applications de crowdsourcing, donc c'est sur le premier point, donc c'est les applications qui permettent aux habitants en fait, de faire remonter de l'information aux municipalités. En effet, c'est la solution digitale la plus partagée aujourd'hui. Enfin, toutes les villes dans lesquelles on est allé avaient leur propre application de crowdsourcing. Là, l'enjeu, c'est plus un enjeu d'obsolescence parce qu'en fait, par exemple, à Rio, l'application qui avait été mise en place autour de l'année 2013, en 2020, elle n'est plus optimisée pour nos téléphones aujourd'hui. Et donc, c'est un outil qui est pas du tout simple d'utilisation, qui n'est pas agréable et qui, du coup, aujourd'hui n'est plus utilisé par les habitants. Après, il y en avait d'autres. Par exemple, à Singapour, l'utilisation de crowdsourcing
elle est tellement bien utilisée que pendant la pandémie, elle a trouvé un nouvel usage. C'était en fait de dénoncer ses voisins qui ne respecteraient pas les règles de distanciation sociale. Donc là, il y a eu des usages un peu abusifs à Singapour, mais qui sont liés au contexte politique, culturel de la cité-État, qu'on ne retrouverait pas dans d'autres villes en Europe, où en tout cas, il y aurait toute une armada de contestation avec la mise en place de tels usages. Ce qui est dommage pour notre étude, c'est qu'en fait, il y avait la grande ville dans laquelle on devait vraiment s'attaquer à cette question du crowdsourcing, c'était à Jakarta, en Indonésie, où en fait, là-bas, la ville a tourné sa stratégie vers ces nouvelles applications en se disant qu'ils n'avaient pas les moyens, eux, de mettre des capteurs partout dans la ville. En revanche, ils avaient déjà plusieurs millions de capteurs qui vivaient dans leur ville, que sont en fait les habitants qui ont déjà des téléphones et qui peuvent simplement faire remonter l'information par des applications, mais aussi parfois par des usages encore plus simples, des boucles WhatsApp, des applications qu'ils utilisent déjà dans leur quotidien. On en a vu d'autres aussi, que ce soit à Stockholm, en Estonie. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est partagé par toutes les villes. Et nous, ce qu'on en pense, c'est que c'est un usage, voilà, c'est quelque chose d'hyper utile, mais si on veut que les habitants les utilisent effectivement, il faut prendre en compte cet enjeu d'homo economicus de réduire le coût. Donc, en fait, nous, on n'est pas sûr que le fait que ce soit sur une application qu'on va télécharger, puis ensuite, on va aller essayer de chercher la fonctionnalité dans l'application. En fait, ça prend du temps et ça demande un effort à l'habitant. On n'est pas sûr que ce soit le meilleur outil. En revanche, des boucles WhatsApp, des systèmes beaucoup plus simples et beaucoup plus proches en fait, des usages existants des habitants, on pense que ça peut être intéressant de les développer. Et en tout cas, il faut prendre en compte cet enjeu d'obsolescence parce que sinon, on se retrouve avec des applications comme Ario qui restent du coup au fin fond d'un téléphone et qui ne seront jamais ouvertes. Sur la deuxième question, sur ce projet de Dijon, c'est intéressant parce que c'est un projet qui a été mené notamment par un groupement avec Bouygues, qui du coup en fait a créé une grande plateforme de monitoring assez proche en fait de celle de Rio, puisqu'en fait l'idée c'est de regrouper l'ensemble des agences municipales au sein d'un seul lieu pour pouvoir optimiser les services urbains et créer créer de nouveaux services aux habitants. Aujourd'hui, en fait, cette année surtout, cette plateforme a fait beaucoup parler d'elle en fait, pendant la crise du coronavirus. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis en avril-mai pour montrer en fait, la réactivité et la résilience de Dijon face au virus grâce à cette plateforme. Voilà, en creusant le sujet, on se rend compte quand même que voilà, les usages dans cette plateforme, ils restent encore à être trouvés. Et je pense qu'en effet, ça nécessite en fait de se fixer un cap, de se fixer une vision et d'essayer de trouver en fait des solutions, d'identifier les besoins avec l'ensemble des données qui sont déjà collectées. Mais surtout, il faut garder en tête d'avoir une vision un peu pragmatique de ces données pour ne pas en fait s'éparpiller, collecter trop de données comme à Rio, mais surtout utiliser cette plateforme à Dijon uniquement pour collecter les données qui sont essentielles pour répondre à un enjeu qui sera déjà fixé. Et je pense que cette plateforme peut faire ses preuves, mais elle a encore, je pense, du travail à faire pour mettre en place des outils qui vont répondre à des usages spécifiques, pour des besoins en tout cas spécifiques à la municipalité de Dijon. Merci Benoît pour cette réponse. Alors maintenant, si on élargit un petit peu le spectre géographique, on a une question d'Amine qui nous demande si, à travers vos visites en Suède, Finlande, Estonie, est-ce que vous pensez que l'UE, ou en tout cas certains États membres, ont un modèle ou des principes de Smart City à proposer au gouvernement des pays hors UE qui ferait concurrence, par exemple, à un modèle de Smart City à la chinoise? Et donc, si oui, quels seraient ces modèles? Vous avez parlé notamment de valeurs tout à l'heure, il me semble. Donc, peut-être que vous pouvez un petit peu détailler. C'est une question super intéressante, mais complexe. Nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, et notamment dans ces pays-là, c'est la capacité de l'Union européenne de générer de l'innovation. En fait, on a vu énormément de projets dans ces 3 pays qui étaient financés par l'Union européenne. Donc, déjà, il y a, je pense, une vraie force de frappe
de l'Union européenne pour générer de l'innovation, notamment dans le champ de la Smart City, de la ville intelligente. Maintenant, sur la question du modèle, je pense qu'une dimension qu'il faut bien garder en tête et qui est importante pour nous, Européens, c'est la question de la souveraineté en fait, du citadin dans son rapport à la donnée. C'est quelque chose qu'on a constaté à travers les différents entretiens qu'on a pu avoir en Estonie, en Suède, en Finlande. C'est important que cet homo economicus reste en fait maître de ses décisions en ligne, reste maître de son rapport avec le digital. Et donc ça passe évidemment parce que je détaillais tout à l'heure tout ce sujet d'éducation, en fait, de sensibilisation du citadin aux dangers, mais en même temps aux atouts de la transformation digitale dans la ville. Et nous, on pense que les villes doivent en effet jouer un rôle là-dessus. Donc s'il y a, je pense, un modèle européen de Smart City, je pense que c'est ici qu'il faut aller le chercher, dans cette capacité qu'auraient les villes à donner à leurs habitants des grilles de lecture sur le digital, sur ces problématiques complexes qui viennent disrupter la ville. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on puisse véritablement parler de modèle européen de Smart City. On ne peut même pas parler véritablement de modèle français de Smart City, puisque comme ça a été souligné dans les questions, il y a certaines villes qui se démarquent avec un angle assez technologique. Dijon en est une, il y a Angers également, mais la grande majorité des autres villes, en fait, elles repoussent un peu cette idée de Smart City, elles s'ouvrent davantage à d'autres concepts aujourd'hui, comme le concept de ville du quart d'heure qui a été développé par Carlos Moreno. Donc, il n'y a pas vraiment aujourd'hui, et Ben, peut-être que tu pourras compléter, mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui, pour moi en tout cas, de convergence européenne sur un modèle européen de Smart City. Ouais, et pour compléter, en effet, je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, il y a en fait quelque chose qu'il faut rappeler et qui est essentiel en fait à prendre en compte dans l'ensemble de notre rapport, c'est que toutes ces villes qu'on a pu explorer et toutes les autres villes qu'on n'a pas pu explorer, elles sont toutes très différentes et on ne peut pas en fait les regrouper en pensant qu'il va y avoir un modèle. En fait, si on prend par exemple le cas de l'Estonie par rapport à la France, en fait, en Estonie et du coup à Tallinn et à Tartu, l'ensemble des solutions qui sont mises en place là-bas, en fait, elles sont liées à une stratégie du coup de l'État, la stratégie de e-Estonia, donc une stratégie de digitalisation à l'échelle de tout un pays. Et on se rend compte qu'en fait, ça correspond à un enjeu culturel et à un enjeu historique de se démarquer face à son voisin russe. Et du coup, il y a tout un enjeu en fait pour le pays de s'éloigner d'un concept de Big Brother. Et du coup, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'une des grandes critiques qu'on peut avoir en France sur la Smart City et l'utilisation des données, c'est qu'en fait, on rentre dans un système de surveillance abusive. Et nous, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est une des critiques qui peut être émise. En fait, ce que va répondre nos amis estoniens, c'est qu'eux, ils ont déjà eu Big Brother, ils l'ont déjà vécu. Et en fait, aujourd'hui, la Smart City, c'est un moyen pour eux, la digitalisation, c'est un moyen pour eux, justement, de favoriser la transparence et de toujours savoir qui a accès à quelles données, et du coup, d'éviter de retomber dans les travers d'un pays, d'un pays totalitaire. Et du coup, c'est assez intéressant de faire d'inverser la réponse vis-à-vis de l'utilisation des données. Mais ça correspond à quoi? Ça correspond à un enjeu historique, culturel, économique spécifique à l'Estonie. Et du coup, on ne peut pas dire en fait que notre culture de la donnée en France, ou d'une ville à l'autre peut-être, va être similaire à celle de l'Estonie, à celle de Stockholm, à celle d'Helsinki. Et donc, on peut très difficilement parler de modèle européen, comme en fait, on ne peut tout simplement pas parler de modèle de Smart City. Peut-être on va prendre la dernière question d'Olivier et puis on va conclure derrière. Pensez-vous que la Smart City, alors évidemment, définition très complexe, hein, on a vu que vous parliez plutôt de learning cities et que dans toutes les villes que vous aviez vues, c'était encore des villes en phase d'apprentissage. Mais est-ce que la Smart City en est encore au stade du concept et de l'expérience à confirmer d'ici 30 ou 40 ans,
ou bien on est quasiment à l'aube d'une généralisation de son application? Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, sur cette question-là, ce qu'on a constaté avec Benoît, c'est que la Smart City aujourd'hui était davantage dans une phase d'expérimentation. Et c'est donc pour ça, en fait, qu'on préfère parler, nous, de Learning Cities pour décrire les 7 villes qu'on a étudiées. Une phase d'expérimentation, en fait, qui passe par des petits projets, des test beds, donc des projets qui sont localisés dans l'espace. On va avoir un quartier pilote d'un projet, et puis des projets qui sont aussi sectorisés. C'est-à-dire qu'on va essayer, grâce à la donnée, d'optimiser les transports dans telle partie de la ville ou d'optimiser la gestion des déchets dans telle partie de la ville. On va essayer de monitorer la qualité de l'air le long de telle avenue à risque. Donc, on est vraiment sur des projets qui sont localisés à la fois spatialement et puis aussi dans le type de données et dans les usages qui vont y être associés. Et en plus, une autre dimension à prendre en compte dans cette réponse, c'est que ce dont on s'est bien rendu compte avec Benoît sur le terrain, c'est que chaque ville est extrêmement différente. Elle a des besoins différents, elle a un contexte historique différent, et donc elles vont faire du smart, en fait, donc utiliser le digital de manière extrêmement différente. Le digital à Medellín va être utilisé pour créer de la cohésion entre les habitants, parce que c'est la priorité en fait de cette ville qui a un passé extrêmement violent, de réduire les inégalités et de créer du mieux vivre ensemble, alors que à Rio, par exemple, on va être dans un enjeu de mitigation des risques liés aux inondations, parce que la ville souffre énormément d'un climat qui n'est pas du tout propice. Donc, chaque ville va faire du smart différemment, va utiliser des outils digitaux différents pour des objectifs qui sont différents. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on ne pourra véritablement jamais parler de généralisation d'un modèle donné de Smart City. C'était un peu la vision qu'avaient à la base les entreprises de la technologie qui ont créé ce concept, IBM, Cisco, etc., qui voulaient optimiser les différentes villes de la même manière. Et en fait, eux se sont heurtés à la complexité des administrations publiques, au fait que chaque ville est différente les unes des autres. Et aujourd'hui, ces entreprises de la tech ne parlent même plus de Smart City. Merci Dimitri, merci Benoît aussi. Je voulais vous remercier d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation, parce que je pense que collectivement, on avait tous besoin de voyager. Je pense que vous nous avez aussi emmenés avec vous dans vos valises. Donc c'est vrai que 2020 était une année très compliquée, mais en tout cas, on est ravis que vous ayez pu mener votre étude à terme. Parmi les sponsors que vous avez mentionnés, vous avez mentionné Wavestone, vous avez mentionné Bouygues, mais on peut également mentionner Sciences Po Alumni, qui vous a aidé par rapport à son réseau, et je crois que certains des alumni vous ont accueilli dans les villes dans lesquelles vous vous êtes rendus. Donc, ça dit aussi la dynamique et la force de notre réseau à l'international, et vous étiez effectivement d'excellents ambassadeurs, de montrer qu'en fait, les étudiants, on pouvait aussi proposer des expériences d'éducation un peu innovantes. Et je pense que voilà, c'est très, très positif de nous inspirer de telle sorte. Je voudrais remercier Laurine qui a grandement contribué au succès de cet événement. Je voudrais remercier Mélène Flouret qui travaille à Sciences Po Alumni et qui a géré toute la partie logistique. Cédric Plimsic, je vois qu'il a allumé sa webcam, qui est également membre du bureau du cercle Sciences Po HEC. Et finalement, je voudrais aussi vous appeler à nous rejoindre. Que vous soyez effectivement alumni de Sciences Po, que vous soyez passé par HEC ou pas, on est vraiment un club qui essaye de se développer et de créer vraiment des événements un peu impactants comme celui que vous venez de voir. Donc, si vous voulez nous rejoindre, je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà, n'hésitez surtout pas, on se fera un plaisir d'organiser plein d'événements avec vous. Si vous avez des idées de rencontres, de personnalités à inviter, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Dimitri, Benoît, c'était un plaisir de vous accueillir et on vous dit à très bientôt. À très vite, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dernier rappel, du coup, le rapport Learning Cities est accessible en ligne gratuitement sur notre site www.ecrosstheblocks.com avec un seul C à Ecross. Voilà. On a bien mis le lien dans le chat. Merci à tous pour votre participation. Merci encore Dimitri et Benoît et bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.
Super travail, les gars, bravo. Hop, je ferme la réunion.